Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons expliqué la théorie derrière le chômage classique, exactement néoclassique, qui mettait en avant notamment le coût du travail comme obstacle à l'emploi et donc comme source de chômage. Plus le coût du travail est important, moins les entreprises vont créer d'emplois, moins les entreprises vont demander de travail, et donc plus il y aura de chômage. On va maintenant voir quelle politique peut être mise en place par les pouvoirs publics pour justement lutter contre cette forme de chômage. Ça semble quand même assez logique. Si votre problème, la source de votre chômage, c'est un coût du travail trop élevé, comment faire pour lutter contre le chômage? C'est simple, baisser le coût du travail. Comment ça se passe concrètement? Comment est-ce que les pouvoirs publics peuvent concrètement baisser le coût du travail? C'est ce qu'on va voir plus en détail car c'est pas si simple que ça. A priori, on a quand même deux pistes. On a évoqué deux éléments qui pesaient sur le coût du travail et donc sur lesquels peuvent jouer les pouvoirs publics. Premier élément, le salaire minimum. Vous voulez baisser le coût du travail, c'est simple, baisser le salaire minimum. Mais en réalité, c'est pas si simple que ça. Notamment parce que baisser le salaire minimum, ça veut dire baisser le revenu pour les travailleurs et les travailleuses les plus pauvres, les moins qualifiés. Surtout qu'il ne faut pas oublier que le salaire minimum il est défini en réalité dans la loi sur une base horaire, que tout le monde ne travaille pas à temps complet. Donc même si, pour se faire une idée du SMIC, du salaire minimum, on va le voir sur une base, quelqu'un qui travaille à temps complet, un mois, etc. En réalité, tout le monde ne perçoit pas ce revenu parce qu'il y a des gens qui travaillent à temps partiel. Qui dit temps partiel dit salaire partiel. Et donc, ces personnes vont avoir moins qu'en dessous le niveau du SMIC qu'on peut se représenter. Baisser le salaire minimum, c'est donc clairement mettre des personnes dans des situations économiques encore plus difficiles, car déjà, travailler au salaire minimum, c'est déjà une situation économique compliquée, et donc augmenter la pauvreté. C'est donc très difficile à faire socialement, mais aussi du coup politiquement, car ce n'est pas une mesure appréciée. Alors, vous pouvez le faire quand même de façon un peu plus discrète, par exemple en différenciant le salaire selon l'âge, le secteur, etc. En France, le salaire minimum est défini au niveau interprofessionnel, c'est-à-dire que le SMIC concerne tout le monde, peu importe la profession. C'est ce que signifie le I de SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance. Mais dans d'autres pays, c'était par exemple le cas en Allemagne avant 2015, vous n'avez pas de salaire minimum défini de façon interprofessionnelle qui serait le même pour tous les secteurs et vous avez au contraire des salaires minimums différents selon les différents secteurs d'activité. Aux États-Unis, par exemple, en ce qui concerne les serveurs et toutes les professions où il peut y avoir des pourboires, on considère que le salaire minimum peut être plus bas parce que de toute façon, ce salaire minimum va être complété par des pourboires. Et du coup, c'est vraiment très important dans ce pays de nous donner un pouvoir et un pouvoir important parce que c'est une partie importante du revenu des personnes concernées. Autre possibilité, différencier selon l'âge. C'est notamment le cas dans plusieurs pays qui ont un salaire minimum plus bas pour les personnes les plus jeunes, en considérant que ce sont des personnes qui ont des difficultés particulières pour trouver un premier emploi et que justement avoir un salaire minimum plus faible peut les aider à trouver un premier emploi plus facilement. En France, ce n'est pas vraiment accepté socialement et politiquement, mais ça existe dans d'autres pays. Vous pouvez aussi justement considérer que puisque le salaire minimum, si vous maintenez le salaire minimum à un niveau plus bas, trop faible pour les travailleurs et les travailleuses concernés, vous allez compléter le revenu par des aides. Vous baissez le salaire minimum, donc vous baissez le coût du travail pour les entreprises, mais vous ne voulez pas baisser le revenu des travailleurs et travailleuses, donc vous allez compléter ce revenu par des aides. C'est notamment le rôle de la prime d'activité en France qui vient compléter le revenu des travailleurs et travailleuses qui ont les salaires les plus faibles, à la fois pour leur permettre d'avoir un revenu décent en travaillant et en plus pour être sûr que ces personnes gagnent plus en travaillant que en ne travaillant pas. Même si à nouveau on ne prend pas en compte tous les coûts qui sont liés au travail, coûts du transport, coûts de garde d'enfants, etc. Pour que tout cela soit un peu plus concret, un peu plus clair, je vous mets quelques chiffres sur le SMIC tel qu'il est fixé depuis janvier 2020. Donc vous voyez que justement le SMIC horaire brut fixé par la loi est à 10,25 €
par heure donc. Et quand on regarde qu'est-ce que ça donne pour quelqu'un qui travaille à temps complet pendant un mois, donc le SMIC mensuel net de cotisation sociale, tel que reçu par le ou la salarié à la fin du mois, c'est 1 231 €. Donc c'est vrai que c'est une somme correcte. Mais il faut quand même rester bien prudent vis-à-vis de ça, car ce n'est qu'un repère, et comme je l'ai dit, en réalité, certes, personne ne peut être payé en dessous de 10,25 € par heure en comptant les cotisations sociales, en tout cas les cotisations salariales, mais avec le jeu du temps partiel et donc d'un salaire partiel, on peut très bien recevoir à la fin du mois moins de 1 231 €. Donc il faut quand même rester prudent vis-à-vis de ça. Donc là, on a un problème. Comment peut-on d'un côté réduire le coût du travail et donc encourager les entreprises à créer des emplois, sans pour autant réduire le revenu des travailleurs et des travailleuses et créer de la pauvreté? Mais ça tombe bien, dans la vidéo précédente, on a dit qu'il y avait justement quelque chose entre le coût du travail et le revenu perçu par les travailleurs et les travailleuses, les cotisations sociales. Et donc la solution possible, ce serait d'alléger les cotisations sociales. De cette façon, vous diminuez le coût du travail pour les entreprises, mais vous ne touchez pas aux revenus perçus par les travailleurs et les travailleuses à la fin du mois. Tout le monde est gagnant, non? Les avantages de ce type de politique expliquent que des gouvernements successifs, de gauche comme de droite, ont mis en place des allégements de cotisations sociales à partir de 1993. Ça semble d'ailleurs avoir produit des effets, notamment quand ces politiques étaient ciblées sur les bas salaires aux alentours du SMIC. Les effets sont moins certains, plus flous et plus contestables, en tout cas, voire inexistants, quand on s'éloigne vraiment beaucoup du SMIC. Mais clairement, ça semble avoir eu des effets quand on allège les cotisations pour les bas salaires aux alentours du SMIC. Néanmoins, ce type de politique n'est pas non plus sans inconvénients, sans désavantages, sans limite. Notamment, les allégements de cotisations sociales vont poser le déficit public. En effet, les cotisations sociales sont un type de prélèvement obligatoire qui sert notamment à financer la sécurité sociale. Alléger et donc réduire les cotisations sociales, c'est par conséquent réduire les recettes de la sécurité sociale. Donc vous avez plusieurs solutions pour faire face à ça, et faire face à ce déficit public qui se creuse. Vous pouvez réduire les dépenses de sécurité sociale, ou vous pouvez aussi trouver d'autres formes de recettes. Les deux ont été pratiqués par les gouvernements successifs, et notamment pour compenser les baisses de cotisations sociales qui ont été mises en place depuis les années 90, a été créé un nouvel impôt, la contribution sociale généralisée, CSG, qui est prélevé sur tous les types de revenus, du travail, mais aussi du patrimoine, les pensions de retraite, etc. Ce qui permet, puisqu'on prélève sur plus de revenus que les cotisations sociales qui, elles, étaient ciblées seulement sur un type de revenu, les revenus du travail, ça permet justement de pouvoir avoir un taux moins élevé pour recevoir les mêmes recettes. Mais dans ce cas, vous devez quand même faire accepter au niveau de la population l'idée que des personnes qui, par exemple, sont à la retraite vont devoir payer des impôts pour alléger les cotisations sociales sur le travail et favoriser l'emploi de la population active. C'est un raisonnement qui se tient, mais qui parfois politiquement peut avoir du mal à passer. Par exemple, Emmanuel Macron a voulu mettre en place ce type et a mis en place ce type de politique, mais ça a clairement été mal reçu par les retraités et qui ont simplement vu l'augmentation des impôts et donc la diminution de leurs revenus sans considérer que le but était, à côté de ça, d'alléger les cotisations sociales et donc d'encourager l'emploi et de lutter contre le chômage. Autre problème, plutôt mis en avant par des économistes de gauche, le risque de créer des trappes à bas salaire et ou des effets d'aubaine. Alors je vais expliquer chacun de ces termes en commençant par les trappes à bas salaire. Le principe des trappes à bas salaire, pour faire simple, c'est que les allégements de cotisations sociales risquent de pousser les entreprises à créer uniquement des emplois à bas salaire et de ne pas augmenter les salaires et donc les revenus des travailleurs et des travailleuses à cause des allégements de cotisations sociales. Pourquoi?
Je m'explique. Ça marche surtout, en tout cas, si vous avez des effets de seuil, c'est-à-dire si vous avez des allégements de cotisations sociales qui restent à peu près au même niveau et qui, passé un certain seuil, par exemple 1,6 SMIC, vont disparaître totalement. Donc tant que vous êtes à, par exemple, encore 1,5 SMIC, vous bénéficiez totalement de ces allégements de cotisations sociales. Vous dépassez le seuil et vous vous retrouvez à 1,7 SMIC, les allégements de cotisations sociales disparaissent totalement et vous payez des cotisations sociales plein pot. Donc dans ce cas, pourquoi augmenter le salaire et dépasser ce seuil de 1,6 SMIC? Parce que dans ce cas, vous allez devoir payer plus à la fois l'augmentation de salaire, qui n'est pas si importante que ça finalement, quand on passe de 1,5 à 1,7 SMIC, mais vous allez aussi devoir payer toutes les cotisations sociales qui étaient allégées, supprimées jusque-là. Donc vous devez plutôt créer des emplois dans l'intervalle qui est concerné par les allégements de cotisations sociales et ne pas dépasser ce seuil, cette barre fatidique de 1,6 SMIC. Alors, pour quand même lutter contre ça, parce qu'en réalité, ça ne se passe pas comme ça dans la réalité, on n'a pas des effets de seuil aussi marqués, parce que justement, au lieu d'avoir des allégements de cotisations sociales qui seraient à peu près au même niveau et passer un certain seuil, ils disparaissent totalement et on paye des cotisations sociales plein pot, les pouvoirs publics ont fait en sorte que les allégements de cotisations sociales soient progressifs et donc ils sont maximum au niveau du SMIC et au fur et à mesure qu'on s'éloigne du SMIC, ils disparaissent petit à petit, les cotisations sociales augmentent progressivement et en effet jusqu'au point où à 1,6 SMIC, normalement vous n'avez plus d'allègement de cotisations sociales, vous payez les cotisations sociales plein pot, mais finalement vous payez quand même presque plein pot quand vous étiez juste avant 1,6 SMIC, quand vous étiez par exemple à 1,5 SMIC. Donc on n'a pas d'effet brutal comme ça afin de lutter contre les travaux à bas salaire. Mais il y a quand même un risque, pointé par certains économistes, que du coup, comme je l'ai dit, les allégements de cotisations sociales risquent de pousser les entreprises à maintenir les salaires dans l'intervalle où il y a des allégements de cotisations et ne pas aller au-delà, ne pas augmenter les salaires au-delà pour ne pas payer plus de cotisations. Bon, j'espère que c'est assez clair. On va maintenant s'attaquer aux effets d'aubaine. Alors, les effets d'aubaine, ça désigne de façon générale la situation où les pouvoirs publics mettent en place une politique pour encourager un type de comportement, par exemple alléger les cotisations sociales pour encourager la création d'emplois, et que certaines personnes profitent de ces politiques alors même qu'elles auraient eu de toute façon ce comportement, même si la politique n'avait pas été mise en place. En gros, des entreprises vont bénéficier des allégements de cotisations sociales sur des emplois qu'elles auraient créés de toute façon s'il n'y avait pas eu ces cotisations sociales. Donc elles créent les emplois que de toute façon elles auraient créé, peu importe ce qu'a décidé le gouvernement et qu'ont décidé les pouvoirs publics, et en même temps elles vont quand même avoir des allégements de cotisations sociales. Tout bénef. Donc là c'est vrai que ça pose un problème de justice de dire finalement si les entreprises auraient créé si elles avaient créé des emplois, peu importe le type de politique qu'on avait mis en place, autant ne pas les réduire des impôts et les laisser créer les emplois qu'elles auraient créés de toute façon. Le point commun derrière ces deux critiques, l'idée générale derrière à la fois la critique des trappes à bas salaire et des effets d'aubaine, c'est le fait qu'on accepte à travers les allégements de cotisations sociales, mais aussi à travers des prestations sociales comme la prime d'activité qui ont pour but de compléter le revenu des travailleurs et des travailleuses avec des salaires faibles, on accepte l'idée que les entreprises n'ont pas à faire d'efforts pour améliorer le niveau de vie de leurs salariés et que c'est justement les pouvoirs publics qui vont intervenir pour améliorer le niveau de vie des travailleurs et travailleuses. Donc on allège en quelque sorte la charge et la responsabilité des entreprises. Avec l'idée derrière que peut-être, si ces politiques n'étaient pas mises en place, les entreprises auraient une plus grande responsabilité, elles feraient peut-être aussi face à des plus grands conflits sociaux pour augmenter les salaires. Alors, c'est contestable, mais en tout cas c'est une théorie. De fait, quand on regarde l'importance du salaire minimum comparé en l'occurrence au salaire médian, on observe clairement un décalage dans le poids du salaire minimum en termes de coût du travail, donc là en bleu, et en termes de revenus disponibles pour les travailleurs et les travailleuses, ici en orange. Alors, je rappelle juste, le salaire médian, c'est le salaire tel que vous avez 50% de la population
donc des travailleurs et travailleuses qui ont un salaire plus faible, et 50% qui ont un salaire plus important. Pas la même chose que la moyenne, mais c'est quand même un indicateur de la valeur centrale, un peu de la valeur moyenne, même si c'est pas exactement ça, du niveau des salaires. Et donc quand on regarde justement quel est l'écart entre le salaire minimum et le salaire médian, on voit qu'en termes de coût du travail, le salaire minimum représente un peu moins de 45% du salaire médian. Parce que vous avez notamment du coup des allégements de cotisations sociales sur le salaire minimum qui n'existent pas au niveau du salaire médian. En gros, l'écart entre le salaire minimum et le salaire médian en termes de coût du travail est d'autant plus important que, en dehors de l'écart en termes de salaire net, vous avez aussi l'écart causé par le fait qu'au niveau du salaire médian existent des cotisations sociales qui n'existent pas au niveau en gros du salaire minimum. Par contre, puisque les cotisations sociales n'entrent pas en compte dans le revenu disponible reçu donc par les travailleurs et les travailleuses, et que en plus vont se rajouter des aides telles que la prime d'activité pour compléter le revenu, on observe qu'en réalité, en termes de revenus disponibles perçus donc par les travailleurs et les travailleuses au niveau du salaire minimum, leur revenu disponible est à hauteur de 80% du salaire médian. En gros, on a clairement des politiques qui font que le niveau de vie des travailleurs et des travailleuses au niveau du salaire minimum est correct, proche du salaire médian, mais que justement en termes de coût du travail, cela ne se ressent pas et que le coût du travail au niveau du salaire minimum va représenter donc moins de 50% selon ces chiffres du coût du travail au niveau du salaire médian. Et donc un écart important entre le poids du salaire minimum en termes de coût du travail et le poids du salaire minimum en termes de revenus disponibles, écart qui s'explique donc par les politiques publiques, qui ne se retrouvent pas de façon aussi importante dans aucun autre pays. Un exemple qui est proche à peu près, ici vous avez en l'occurrence, c'était la situation de la France avant des réformes mises en place en 2019. Et vous avez éventuellement le cas des Pays-Bas.